Le 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo a vécu une expérience assez inédite, exceptionnelle, diront certaines. Une année après, nous essayons de passer en revue les différents domaines qui ont essayé de bouger avec l'alternance en République démocratique du Congo. Et dans le cadre de cette émission, pour ce soir, on va essayer de s'appesantir sur la diplomatie. Quelle politique étrangère, quelle diplomatie pour une RDC qui vient de connaître sa première alternance pacifique du pouvoir? Quel rôle compte jouer la diplomatie parlementaire pendant cette période? Mais on essaiera également d'aborder les questions liées à la politique intérieure. Quid sur la coalition FCC-CACH, et nous essayerons de terminer avec le mois de la femme, au mois de la femme, mois de mars oblige. Donc on essaiera d'aborder tout cela dans le cadre de cette émission. Avant de vous présenter notre invité, qui est une invitée spéciale, je tiens à vous dire que je ne serai pas seule dans le cadre de la présentation de cette émission. Je serai avec un confrère de Biwan, Alain Boma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci à tous nos téléspectateurs. Elle a été pendant près de 6 ans le porte-voix de la jeunesse africaine en Afrique, mais également à travers le monde. Et depuis les dernières élections qui se sont tenues en République démocratique du Congo, elle a décidé de parler, de revenir au pays pour essayer d'apporter sa pierre à la construction, dans la reconstruction du pays après ces élections qui ont abouti à l'alternance au sommet de l'État. Madame, Messieurs, notre invitée, je le disais tout à l'heure, c'est une invitée spéciale, discrète, efficace. Elle a tenu à nous donner cette opportunité de parler d'elle, de parler de ce qu'elle mène comme action en République démocratique du Congo, puisqu'elle est désormais sénatrice, pas seulement sénatrice, mais présidente de la commission Relations extérieures au Sénat. J'ai le plaisir de recevoir, nous avons le plaisir de recevoir Francine Muyumba. Bonsoir et bienvenue. Merci. Présidente honoraire de l'Union de la jeunesse panafricaine de la jeunesse. Alors, comment une jeune, une femme peut devenir sénatrice et de surcroît présidente d'une commission aussi prestigieuse comme les relations extérieures au niveau de la chambre dite des sages? Merci beaucoup. Comme vous le savez, pourquoi? Parce que tout Congolais a le droit de contribuer au développement de notre pays, peu importe l'âge, parce que ce qui compte plus, c'est ce qu'on a dans la tête. Et ce que nous pouvons donner comme contribution pour le développement de la nation d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des jeunes, ça peut être des femmes, ça peut être n'importe qui. Donc nous sommes au Sénat pour contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre nation, dans la mesure du possible. Je pense que c'est la première fois qu'on voit plusieurs jeunes au sein du Sénat. Ça n'a jamais existé. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose de voir qu'il y a une nouvelle génération qui intègre nos institutions et qui peut, avec efficacité, contribuer à l'avancement de notre pays, à l'émergence du Congo. Et pas seulement dans les commissions, parce que nous avons également dans le bureau du Sénat une dame de 30 ans. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Nous sommes contents de voir que nous contribuons au même titre que nos aînés qui nous ont précédés, parce que nous venons là-bas pour nous compléter. Et je pense qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une question de l'âge, mais c'est plutôt de ce que nous pouvons apporter sur la table, de quoi nous sommes capables. Tout le monde est jeune presque, mais ce n'est pas tout le monde qui peut apporter la même chose sur la table de prise de décision. Donc il faut être à la hauteur pour vous permettre d'être là. On peut être jeune et être sage, quoi. C'est pas incompatible. Bien évidemment, on peut être jeune, on peut être sage au même moment, mais ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices, bien entendu, parce que on ne se réveille pas pour être ce que nous sommes. C'est les fruits des sacrifices au niveau de la vie que nous menons tous les jours, de tout ce que nous faisons à chaque moment, et c'est grâce à ça que nous sommes là où nous sommes. Donc, ce n'est pas seulement question d'être là où on nous a favorisés pour y arriver. C'est parce qu'on a y a travaillé et travaillé dur pour arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. J'ai commencé très tôt, je pense, depuis l'université à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à sillonner le monde, à sillonner l'Afrique. Et je pense qu'on dit à Lingala que Baïbanga Bomwana. Donc on m'a volé ma jeunesse. J'ai passé toute ma jeunesse en train de travailler et je pense que c'est le travail qui paye.
C'est aussi l'expérience de tout ce travail que vous avez accompli, que vous essayerez ou que vous comptez partager au niveau du Sénat quand même. Parce que de l'expérience, il faut en avoir pour intégrer une chambre aussi prestigieuse que la Chambre haute du Parlement. Bien entendu, parce que après avoir parcouru presque toute l'Afrique, près des 95% des pays africains, et au même moment, après avoir participé à des grandes réunions de prise de décision dans le monde, y compris en commençant par la maison qui est l'Union africaine, parce que je représentais au nom de la RDC une organisation de l'Union africaine en matière de la jeunesse. Alors, j'ai eu à prendre la parole dans plusieurs sommets de chefs d'État, j'ai eu à participer dans de grandes décisions du continent. J'ai visité de grandes institutions telles que l'Union européenne, le Parlement européen, le Parlement panafricain, les Nations unies. J'ai eu à plusieurs reprises intervenu au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'avec cette expérience, ça peut tant soit peu, aussi avec la contribution des autres membres de notre commission des relations extérieures, parce que nous avons des personnalités non négligeables dans cette commission des relations extérieures qui est composée de 14 sénateurs. Je pense que l'expérience acquise à l'international peut m'aider à conduire cette commission vers les succès d'ici 2023. D'où donc ce choix pour la commission relations extérieures, parce qu'ayant tellement évolué à l'extérieur du pays, vous vous êtes dit, mais il est temps que je mette cela au service du pays. Exactement. Comme vous le savez, je pense que le choix de la commission des relations extérieures est parti de mon expérience. Mon expérience, parce qu'on ne se réveille pas pour donner des responsabilités aux gens, mais on considère également leurs compétences d'une manière ou d'une autre et voir comment ils peuvent être efficaces pour répondre aux besoins spécifiques de notre Chambre. La Chambre haute du Parlement aujourd'hui est dirigée par un grand diplomate, le président Alexis Thambwe Mwamba, et un grand juriste au même moment. Nous avons la chance d'avoir un diplomate à la tête du Sénat et de diriger cette commission parce que avec lui, nous pensons que nous allons vraiment faire un bon travail tout au long de notre mandature jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment un diplomate également doué qui peut nous aider dans la mesure du possible de voir comment atteindre nos objectifs au niveau de cette commission. Vous succédez à notre sénateur qui malheureusement n'a pas été réélu, c'est Mokeni, oui, qui était à la tête, je crois Jean-Claude Mokeni, à la tête de cette commission bien avant vous. D'aucuns se demandent déjà, vous êtes femme, vous êtes jeune, quelle sera la touche, la recette Muyumba pour justement faire la différence avec ses prédécesseurs à la tête de cette commission? Exactement, je pense que mon prédécesseur a eu à faire un bon travail avant nous et nous allons juste assurer la continuité de ce qu'il a eu à faire. Il a initié plusieurs lois au sein de cette commission. Il a également travaillé à travers une diplomatie agissante et dynamique qui lui a permis d'être en contact avec plusieurs États du monde, avec plusieurs parlements. Donc la diplomatie parlementaire était également à la hauteur avec la précédente législature et nous pensons que nous venons pour améliorer et voir comment apporter notre connaissance, utiliser nos réseaux pour essayer d'amener cette diplomatie à un autre niveau. Nous ne venons pas pour effacer ce qui a été fait, mais voir ce qui a été fait et améliorer et voir comment aller au-delà de ce qui a été fait pour permettre à notre pays de faire une diplomatie dynamique parlementaire dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les élus influencent les décisions internationales. Aujourd'hui, il y a le Parlement panafricain. Pourquoi le Parlement panafricain? Le Parlement panafricain également là-bas pour essayer de pousser les dirigeants africains à mettre en œuvre les décisions qu'ils prennent.
Au même moment, nous avons l'Union de l'interparlementaire, nous avons également le Parlement, la francophonie et d'autres institutions dans le monde. Il y a aussi d'autres parlements sous-régionaux, régionaux, internationaux, avec qui nous pouvons travailler parce que ce sont ces derniers également qui conseillent leurs chefs d'État, qui parlent à leurs dirigeants au niveau de leurs États. Et nous pensons qu'à travers la diplomatie parlementaire, notre pays, la RDC, peut résoudre beaucoup de problèmes que nous avons, y compris le problème des conflits à l'est du pays, en allant vers les voisins, parler avec eux, consulter les autres parlementaires d'autres États, échanger sur diverses questions de développement, de libre-échange, de la paix, la stabilité dans la région et surtout essayer de résoudre les conflits qui nous divisent dans la région. Dans ces cadres-là, nous pensons qu'avec l'ensemble de mon équipe, de la Commission des relations extérieures, nous pouvons aller vers nos amis et essayer d'appliquer une diplomatie d'équilibre, une diplomatie qui couvre bien entendu les intérêts de tous les partenaires, parce que nous sommes un pays qui est en train de se développer. Nous ne pouvons pas nous mettre à l'écart ou penser à considérer certains partenaires plus importants que les autres. Nous devons aller dans le sens de regarder les intérêts des uns et des autres, les couvrir et faire en sorte que nous puissions, nous, avec les puissances du monde, puissent voir comment faire avancer notre nation. La RDC seule ne peut pas. La RDC seule ne peut pas faire décoller ces pays. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, nous pensons que là où le pays se trouve aujourd'hui, nous ne méritons pas d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et nous pensons que nous devons avoir des partenaires qui nous poussent vers l'émergence. Nous devons avoir les partenaires qui nous poussent vers le développement. Nous devons avoir les partenaires qui n'arrivent pas à s'aimer des confusions au sein de la classe politique congolaise, des partenaires qui viennent nous amener la paix et la stabilité dans notre pays et qui essaient de comprendre que nous avons une jeune démocratie que nous devons protéger parce que les États qui sont développés aujourd'hui, ils ont plusieurs années depuis qu'ils ont commencé à organiser leurs élections. Et comme vous le savez, il n'y a pas longtemps que cette constitution a été mise en place à travers les négociations des Sun City. Et aujourd'hui, nous avons quand même les institutions en place. Les institutions n'existaient presque plus. Avant 1+4, il y avait des rébellions presque partout dans notre pays. Les institutions n'existaient plus, la constitution n'existait presque pas. Il n'y avait pas un pays des droits, il y avait beaucoup de problèmes. Donc ça nous prendra le temps, petit à petit, de pouvoir améliorer certaines choses au niveau de notre nation. Donc nous devons aller dans le sens d'accepter les conseils des partenaires, mais pas permettre à ce qu'il y ait des intrusions, surtout étrangères, dans la politique intérieure de notre pays. Je ne suis pas seule sur ce plateau pour vous interviewer. J'ai le plaisir d'avoir mon collègue, mon confrère Alain Boma. Madame, le travail d'un parlementaire, c'est également le contrôle parlementaire. Exactement. Après avoir été élu à la tête de la prestigieuse commission relations extérieures du Sénat, vous n'avez pas croisé les bras, vous avez adressé une question écrite à la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfaite de sa réponse? J'aimerais d'abord vous dire qu'au niveau du Sénat, nous avons une procédure à suivre parce que nous avons un règlement intérieur. Quand un sénateur n'est pas satisfait d'une réponse de membre du gouvernement ou chef d'entreprise, il y a une procédure à suivre parce que ce n'est pas ici dans le média que je viendrai m'exprimer. Néanmoins, la réponse a été insatisfaisante, si je peux le dire, parce que notre rôle est celui de contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement a le rôle d'agir, sans pour autant, sans parler d'un ministre spécifique à ce qui concerne la question dont nous abordons, mais plutôt nous sommes dans notre droit de pouvoir contrôler le gouvernement. Donc nous ne pouvons pas regarder les gouvernements faire tout ce qu'ils veulent et le membre du gouvernement de se permettre tout ce qu'ils veulent, mais
nous devons suivre de près ce qui est fait au niveau du gouvernement. Ma question écrite était basée sur le fait que nos ambassadeurs ont été rappelés définitivement sans le respect de la procédure. Comme vous le savez tous, le président de la République est le chef de l'État. Il est le représentant de la nation. Il est également le symbole de l'unité nationale. Personne n'a le pouvoir d'usurper le pouvoir du président de la République. Personne n'a le pouvoir de se mettre à la place du président de la République. Personne n'a le pouvoir d'agir à la place du président de la République. C'est le président de la République, conformément à l'article 81 de notre Constitution et de l'article 93 de notre Constitution, qui a le pouvoir de nommer les ambassadeurs, de mettre fin définitivement à leurs fonctions et même de les révoquer. Maintenant, dans ce sens, quand nous avons un membre du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, qui met fin définitivement aux fonctions des ambassadeurs, avec des motifs qui sont encore à expliquer, parce que nous attendons voir comment nous allons recevoir notre ministre des Affaires étrangères pour nous expliquer un peu plus au niveau du Sénat comment est-ce que les choses se sont passées pour ces rappels définitifs de nos ambassadeurs. Et ce n'est pas digne de voir les choses se faire comme ça, parce que la diplomatie, c'est une question de prestige. La diplomatie, c'est l'image de la nation à l'extérieur. Les gens nous respectent à partir de notre diplomatie. Et si nous devons rappeler nos ambassadeurs, nous devons les rappeler dignement pour permettre de couvrir peut-être nos linges sales qui pouvaient être lavés en famille. Alors, nous ne disons pas ici que notre ministre des Affaires étrangères n'a pas le pouvoir d'agir à ce qui concerne ses prérogatives ou d'agir dans son département, mais ça doit se faire en respectant la Constitution et en respectant la procédure. Nous ne pouvons pas réduire le pouvoir du président de la République. Il est chef de l'État et c'est lui qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, et nous devons respecter les pouvoirs du président de la République. Aucun ministre n'a le pouvoir, ni aujourd'hui, ni demain, y compris le Premier ministre, de se mettre à la place du président de la République et d'agir au nom du président de la République, parce qu'il y a la séparation de pouvoir. La Constitution est claire et nous devons agir dans ce sens-là pour éviter qu'il y ait des conflits entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et nous ne pouvons pas arriver, nous sommes là pour soutenir nos institutions. Nous ne sommes pas en conflit avec notre ministre des Affaires étrangères. Mais vous n'êtes pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite parce que la réponse n'a pas été satisfaisante, à mon humble avis. Je pense, et j'ai le droit, étant que parlementaire, d'avoir plus de justification de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Il semble que la raison qui a été évoquée dans la réponse de notre ministre n'est pas la raison qui a fait à ce que nos ambassadeurs soient rappelés définitivement. Et si ces ambassadeurs étaient fin mandat, alors rappelons tous les ambassadeurs de la RDC qui sont fin mandat, parce que c'est ça la raison qui a été évoquée par notre ministre des Affaires étrangères et consorts. Et moi, je pense que, humblement, que ça ne peut pas seulement concerner celui de Genève et celui de New York. Ça doit concerner tous nos ambassadeurs qui sont fait mandat. Et peut-être la bonne façon de pouvoir rappeler ces ambassadeurs était de voir comment peut-être les rappeler provisoirement pour consultation et les clouer sur sol. Mais les dire ouvertement que non, voilà, vous êtes rappelés définitivement. On évoque également le rapatriement de vos familles respectives. Il ne faut pas oublier que ces ambassadeurs ont des enfants qui étudient. Il ne faut pas oublier que ces ambassadeurs doivent également se préparer pour revenir au pays. Donc, brièvement, c'est juste une question de contrôle. Il n'y a rien à voir. D'ailleurs, on a beaucoup de choses en collaboration que nous préparons travailler avec notre ministre des Affaires étrangères et des Affaires étrangères, parce que nous sommes censés travailler ensemble, les institutions, pour faire avancer notre pays. J'estime que selon la procédure selon la procédure parlementaire, vous allez transformer votre question écrite en question orale avec débat. Je pense qu'on finira par là, mais pour le moment, je ne sais pas vous le confirmer. Parce que
est-ce que vous voudrez que la ministre revienne sur sa décision ou comment? Bien entendu, c'est ça l'objectif principal, parce que il faut revoir la procédure. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas rappeler les ambassadeurs, mais nous devons respecter la procédure pour les rappels définitifs au pays. Donc il serait mieux, nous recommandons, il serait mieux à ce que notre ministre des Affaires étrangères puisse voir comment revoir d'une manière ou d'une autre cette décision pour que nous soyons bien entendu satisfaits et que ces ambassadeurs soient rappelés dignement, s'ils doivent être rappelés au pays définitivement, et s'il y aura d'autres ambassadeurs nommés. Donc respectons la procédure. On ne dit pas que ces ambassadeurs doivent rester là où ils sont éternellement. Ces ambassadeurs sont censés un jour, avec un mandat spécifique, dès que ces mandats arrivent à la fin, ils doivent regagner le pays. Mais comment est-ce qu'ils regagnent le pays? Donc nous devons diplomatiquement agir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de pincettes, parce que c'est très important. La diplomatie a beaucoup d'exigences, tout compte, toute action compte. Donc allons dans le sens de travailler dans une bonne collaboration entre les institutions et voir comment garder une coalition apaisée, politique, dans notre pays jusqu'aux prochaines élections en 2023. Je voulais, on continue avec ça puisqu'on parle de Madame la Ministre, je ne veux pas parler d'elle, mais que vous puissiez nous faire un petit topo de l'actuelle diplomatie du chef de l'État. On l'a vu se déployer quand même, parce qu'on parlera de l'ancien, on essaiera de faire le parallélisme. Aujourd'hui, la RDC est au devant de la scène. Certains disent d'ailleurs que la RDC est de retour sur la scène politique internationale. Alors, déjà, comment vous trouvez l'actuelle dynamique que l'actuel président essaie de donner à la diplomatie congolaise? Je ne suis pas d'accord avec vous, madame, parce que, comme vous le savez, dire que la RDC était absente sur la scène internationale, c'est de trop. C'est de trop parce que nous devons reconnaître le fait que la RDC a fait son retour sur la scène internationale avec le président Joseph Kabila. À son arrivée en fonction, juste à son arrivée au pouvoir, le président Kabila a eu à faire une tournée internationale. Et pendant cette tournée internationale, il était reçu bien entendu par le président français Jacques Chirac. Le président Kabila a été aussi reçu par le président américain George Bush à plusieurs reprises. Et au même moment, on a eu bien entendu à recevoir ici le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy à l'époque. Il était reçu par le président Joseph Kabila. On a reçu également dans ces pays le président Hollande. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a reçu des secrétaires d'État américains, notamment Hillary Clinton et John Kerry, qui étaient tous venus ici en République démocratique du Congo. Bien entendu aussi, on a eu des sommets sous-régionaux et même régionaux, y compris internationaux, organisés ici en République du Congo, notamment la francophonie, le sommet de la francophonie. Malgré l'hostilité de l'opposition à l'époque, c'était un grand succès, et malgré les petits problèmes qui ne manquent jamais. Mais je pense que nous devons reconnaître le fait que le retour de la République du Congo sur la scène internationale a été également le fruit du pouvoir du régime Joseph Kabila. Et ce qu'il faut souligner plutôt est que le régime du président Joseph Kabila n'a jamais été hostile à la communauté internationale. Mais ce régime était contre les intrusions étrangères dans nos affaires internes de la République démocratique du Congo. Au même moment, l'influence étrangère, si on peut le dire dans des sens plus clairs, parce que toute nation, tout État est fier de sa dignité, est jaloux de sa souveraineté et des intérêts de sa nation sur le plan diplomatique.
Je ne vais pas évoquer l'adage qui dit qu'en diplomatie, il n'y a pas l'amitié, il n'y a que des intérêts. Ça, je n'évoque pas ça, mais il y a aussi des amis. On peut avoir des amis en diplomatie, ça veut dire qu'il n'y a que les intérêts et comme ça. Mais en diplomatie, ce qui compte plus également, c'est les intérêts de notre nation. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, bientôt 60 ans, nous allons commémorer 60 années de l'indépendance de notre pays. Depuis 1960, il y a toujours eu des intrusions étrangères dans ces pays. Est-ce que ça a permis le décollage effectif de notre pays? Point d'interrogation. Depuis Lumumba, Lumumba a essayé de défendre d'une manière ou d'une autre la nation pour montrer l'esprit du nationalisme, montrer qu'il incarnait le patriotisme et consort. Mais nous savons le prix qu'a payé Lumumba. Et chaque fois qu'un leader congolais viendra avec le patriotisme et l'amour de protéger notre intégrité, de protéger nos intérêts au niveau national, il sera toujours sujet de méfiance et surtout de nos partenaires. En ma qualité de diplomate, je ne veux pas dire ici que nous n'avons pas besoin de la communauté internationale. Je ne veux pas dire ici que nous n'avons pas besoin de partenaires, parce que je crois que tout développement doit être effectif avec la participation des partenaires, parce que nous avons besoin de puissances, des pays qui se sont déjà développés. Nous sommes en phase de développement. Nous sommes en train de voir comment se développer. Alors, ce qui est important est que nous avons des partenaires. Mais ces partenaires, pourquoi ils sont appelés partenaires? Ils sont appelés partenaires parce qu'ils sont censés nous accompagner. Ils ne sont pas appelés partenaires pour nous donner des leçons et nous dire ce que nous devons faire de notre pays. Ils sont censés nous accompagner vers le développement. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est dit, l'impunité, la corruption, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre la lutte contre la corruption, contre l'impunité. Mais, madame, c'est les Congolais, consciemment, qui doivent mettre fin à l'impunité. C'est nous, les Congolais. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire tout ça. On n'arrive pas à faire tout ça. Qui avons ce rôle important de pouvoir lutter contre la corruption et de lutter contre l'impunité. Ce n'est pas les leçons que nous allons recevoir ni de l'Orient et de l'Occident. La corruption commence où? Ce n'est pas seulement au niveau du président de la République. La corruption commence avec les chefs de quartier. La corruption commence dans nos communes. La corruption commence dans nos églises. La corruption commence dans nos mosquées et consorts. Donc la corruption, c'est l'affaire de tout le monde. Pour aider les Congolais à lutter contre la corruption et l'impunité, ce n'est pas de vouloir montrer que vous aimez le Congo plus que les Congolais eux-mêmes. Mais c'est la volonté et la conscience de nous-mêmes de lutter contre la corruption et résoudre le problème clé de notre population. Le problème d'avoir les foufous sur la table. Le problème d'avoir le carburant quand il sort le matin pour aller au travail. Le problème à résoudre des Congolais qui se trouvent à Chilenge, qui se trouvent à Rutshuru, qui se trouvent à Beni, qui se trouvent à Kalemi, ce n'est pas le problème de savoir ce qu'a fait Cash ni ce qu'a fait FCC. C'est plutôt ce que la population a besoin de voir, c'est voir le pouvoir et les dirigeants résoudre leurs problèmes. Et moi, je pense que dans ce sens-là, nous devons, d'une manière ou d'une autre, faire attention avec le comportement de certains partenaires. Parce que ça, c'est très capital. Je vous donne l'exemple de George Washington. En 1996, devant le Congrès américain, il dit ceci. Il faisait son discours d'adieu. Il dit aux Américains, je répète bien, il dit aux Américains, que le plus grand ennemi, parce qu'à l'époque c'était un pouvoir républicain, le plus grand ennemi de l'Amérique et des Américains, c'était l'influence étrangère. Ça, c'est aux États-Unis. Aucun pays au monde peut accepter à ce que quiconque puisse venir influencer sa politique interne. Et un pays qui se respecte,
des leaders qui se respectent. Ils font les choses selon la volonté de leur peuple et non selon la volonté de quiconque. Pour répondre maintenant en conclusion à votre question, la politique du président Félix Tshisekedi, la politique étrangère, la diplomatie, j'aimerais tout d'abord dire que le président travaille dans le cadre purement institutionnel, avec le pouvoir que la Constitution lui donne dans ses prérogatives. C'est lui le premier diplomate. Et c'est le président de la République qui représente la nation. Alors, il fait son travail, mais une chose que nous devons rappeler, c'est de savoir que notre diplomatie a des difficultés énormes. Ça manque de repères, ça manque d'orientation. Ça manque d'orientation. Une politique diplomatique. La politique diplomatique, ça manque d'orientation. Pourquoi? Nous avons un corps de diplomates depuis 40 ans aujourd'hui, mais ces corps ne possèdent pas d'un statut. C'est ce statut-là qui définit comment doit fonctionner le diplomate congolais. Ce statut doit définir également les conditions de vie de ces diplomates congolais, les conditions dans lesquelles ils travaillent au niveau international. Est-ce que les conditions dans lesquelles se trouvent nos diplomates au niveau international respectent la Convention de Vienne à ce qui concerne la vie que doit mener le diplomate? Point d'interrogation. Donc nous, au niveau du Sénat, avec la Commission des relations extérieures, on a déjà pris l'initiative avec quelques collègues pour essayer de voir comment mettre en place, proposer au niveau du Sénat une loi pour mettre en place ces statuts du corps des diplomates congolais au niveau de la RDC. Le travail est déjà fait, nos prédécesseurs ont commencé ce travail, on a trouvé un document qui est là, que nous voulons exploiter et voir dès la rentrée de la session de mars de pouvoir aborder cette question et aller dans le sens de doter le corps des diplomates congolais avec un statut qui est clair. Dès que nous arrivons à définir une politique étrangère claire de la République du Congo, ça va nous aider à aller de l'avant. L'Amérique, la France, même si on change le leadership du pays, que ce soit un président démocrate, que ce soit un président républicain, dès qu'il arrive au pouvoir, il suit la politique étrangère de sa nation. Certes qu'il peut apporter sa touche, il peut changer des petites choses, il peut prendre d'autres décisions, mais il y a une ligne rouge de la politique étrangère d'un État qu'on ne franchit pas. Est-ce que nous avons cette politique étrangère en République du Congo? Point d'interrogation. La réponse est non. Justement, on assiste ces derniers temps à un rapprochement inédit entre le président de la République et ses homologues rwandais et ougandais. D'aucuns redoutent que ça se retourne contre la République démocratique du Congo. Êtes-vous d'avis? Écoutez, même quand il y a une guerre, on ne stoppe pas la diplomatie. La diplomatie doit continuer, ça dépend de ce qui s'est dit. Ça dépend de ce qui s'est dit et des démarches qui sont menées. Si ces démarches sont dans les intérêts des Congolais, nous soutenons ça. Mais si ces démarches vont à l'encontre des intérêts du Congo et des intérêts du Congo des Congolais, et là nous avons un problème sérieux. Et jusque-là, je pense que les démarches du président de la République sont dans le sens de pouvoir trouver dans la mesure du possible des solutions aux problèmes, des conflits que nous avons dans la région. Mais si ce n'est pas dans le cadre de protéger les intérêts de notre pays, nous pensons que personne ne soutiendra ces démarches. À l'époque de Joseph Kabila, on a plus vu un rapprochement entre la RDC et la Chine. Aujourd'hui, on voit plus un rapprochement, ou on tente un rapprochement entre la RDC et les États-Unis ou les pays occidentaux. C'est peut-être ça la nouvelle ligne politique. Est-ce que ça doit se décider par pays?
si tel vient, c'est plus la Chine par rapport aux grandes puissances. C'est aussi ça la difficulté de la politique ou de la diplomatie en République démocratique. C'est en fonction des puissances sur place, en place. Madame, ce qui est plus important, je venais de le dire en diplomatie, c'est les intérêts du pays. Il faut peser ce que nos partenaires sont capables de faire pour notre pays. Je ne suis pas porte-parole de la Chine, mais je pense que depuis 1972, qu'on a débuté nos relations avec la Chine, on a toujours entretenu de très bonnes relations. La même chose avec les autres États, y compris les États-Unis et tout ce monde. Nous devons faire attention, nous devons faire très, très attention. Nous ne devons pas aller dans le sens de pouvoir faire plus plaisir à certains partenaires en bafouant les autres. Et chose qui n'est pas le cas, je ne vais pas dire qu'on a bafoué les autres partenaires, mais c'est plutôt nous devons avoir une politique étrangère d'équilibre. D'équilibre, pourquoi? Parce que nous avons besoin de tout le monde. Et nous avons besoin de ces puissances. Nous ne pouvons pas négliger le fait que la Chine aujourd'hui joue un rôle important dans le développement de l'Afrique. Pas seulement la RDC. Moi, j'ai sillonné toute l'Afrique. J'ai vu ce qui s'est fait là-bas. Alors, nous ne pouvons pas non plus aussi accepter le partenaire qui vient nous dire que voilà, travaillez avec nous, laissez les autres. Ça n'a pas de sens. C'est à nous de voir là où se trouvent les intérêts de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que tel va amener sur la table pour aider la RDC? Qu'est-ce que tel a proposé pour faire avancer la RDC? Ce n'est pas ce qu'on vient nous dire de ce que nous devons faire de notre pays, madame. Ce n'est pas ce qu'on vient nous dire, comment est-ce que notre politique doit fonctionner, tel et tel, et ceci, cela. Mais plutôt, allons dans le sens de la politique d'accompagnement étrangère et tout ça. Nous faisons attention avec la politique étrangère et la diplomatie. Il y a aussi beaucoup de sous-traitants dans la diplomatie. Il y a des lobbyistes qu'il ne faut pas ignorer parce que j'ai sillonné le monde, j'ai rencontré plusieurs personnes et dans le corridor diplomatique, vous trouvez toujours des lobbyistes qui viennent faire des lobbying pour placer tel et tel, pour faire ceci, cela, pour amener les investisseurs, de rétrocommissions et consorts, tout ça, ça existe en diplomatie. Alors, nous devons aller dans le sens de voir les intérêts majeurs de la République du Congo. Est-ce que si nous allons en Chine, nous allons trouver les intérêts de la RDC? Si nous allons aux États-Unis, nous allons trouver les intérêts de la RDC? Si nous allons en France, où sont les intérêts de la RDC? Où sont les intérêts de la RDC? Si nous allons en Belgique, est-ce que nous allons trouver les intérêts de la RDC? Madame, c'est ça la diplomatie. La diplomatie n'est pas une question d'amitié individuelle. Ce sont les intérêts des États. Qu'est-ce que nous gagnons avec les États-Unis? Qu'est-ce que nous gagnons avec la Chine? Qu'est-ce que nous gagnons avec la France? C'est la question qu'il faut toujours se poser quand nous faisons la diplomatie. Et faire une diplomatie et de la hauteur. À travers la diplomatie, nous pouvons mettre fin à la guerre à l'Est. À travers la diplomatie, nous pouvons développer ces pays. À travers une très bonne diplomatie, nous pouvons faire face à beaucoup de problèmes, y compris des problèmes politiques au niveau de la nation. Mais nous n'aimons pas notre pays. Et c'est ça la difficulté. Une dernière question en rapport avec la diplomatie, parce qu'on va prendre pour les minutes qui nous restent l'aspect politique intérieure, parler un peu de la coalition. Est-ce possible une dernière question en rapport avec la diplomatie? La République démocratique du Congo devait abriter le sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, mais on va de report en report. Est-ce que cela n'entache pas la crédibilité du pays? Bien entendu, parce que quand on s'engage dans les institutions internationales pour faire parce que je vous donne l'exemple. Allez-y. Au niveau de l'Union africaine, avec l'expérience que j'ai, souvent quand il y a des activités comme ça à être organisées sur le continent, il y a plusieurs pays qui présentent leur candidature. Alors si ces États vous font confiance de pouvoir vous donner telle conférence, telle activité organisée, c'est parce qu'ils vous font confiance.
ce n'est pas bon pour l'image du pays et du Congo diplomatiquement d'aller dans le sens de reporter et de ne pas organiser cette conférence dans la région. Je pense qu'il serait mieux le plus rapidement possible de résoudre ces problèmes et que ça puisse se tenir en RDC comme prévu et éviter à ce que ça puisse aller dans d'autres États. Ça ne sera pas bon pour le pays. Donc il serait mieux de trouver une solution le plus rapidement possible. Mais ça dépend aussi des difficultés que rencontrent les autorités qui travaillent sur cette question. Mais ce n'est pas sage, diplomatiquement, de s'engager et puis après ne pas être à mesure de le faire. Il faut trouver dans la mesure du possible une formule pour pouvoir résoudre cette question le plus rapidement possible. Organiser, parce que moi, en fait, sur le plan interne, comme vous voyez avec les voisins, la raison pour laquelle ils ont même construit, ils ont mis en place des infrastructures qui facilitent la tenue de ce genre de conférences, c'est parce qu'ils savent, en amenant les gens chez nous, en RDC, d'une manière ou d'une autre, ça nous aide à travailler sur l'image du pays. Donc nous devons abriter plusieurs conférences dans la mesure du possible avec nos moyens pour essayer aussi de montrer que la RDC est effectivement et à mesure de participer également sur ses responsabilités au niveau international. On espère seulement que ça ne sera pas le cas avec le jeu de la francophonie qui sont attendus en non, 2021. Donc là, on croit fermement que la RDC réussira à relever ce défi d'organiser ces jeux ici à Kinshasa. On va parler, parce qu'on a tendance à oublier qu'on voit Francine Mouyoumba ouvra à l'Union panafricaine de la jeunesse. Maintenant, elle est sénatrice, donc elle parle de la politique intérieure aussi du pays. On a tendance parfois à oublier qu'elle est du FCC, PPRD. Comment vous envisagez l'avenir du FCC Cash au regard de tout ce qui se passe ici? Un temps, c'est un coup, je t'aime moi non plus. Est-ce que cette coalition va résister? Et surtout que sur le plan diplomatique, vous avez deux visions opposées. Vous venez de les démontrer. Il ne s'agit pas de deux visions opposées. Je parle en ma qualité de parlementaire. Ça n'engage que moi. Ça n'engage ni ma famille politique, ça n'engage personne, ça n'engage que ma personne. Tout ce que je dis, je l'ai dit selon moi et selon ma personne. Alors, à mon humble avis, je pense que ces mariages entre FCC et Cash doivent réussir. Ce n'est ni pour l'intérêt de l'FCC, ni pour l'intérêt du Cash de pouvoir aller vers les divorces. Parce que la coalition, c'est le fruit de l'alternance pacifique. Et nous devons aller dans le sens d'éviter des provocations qui peuvent nous amener à des problèmes que nous ne saurons pas gérer. Cela veut dire que nous devons aller dans le sens de préserver la paix, mettre la paix et la stabilité au-dessus de tout. Le peuple congolais, la population congolaise. Moi, j'ai sillonné le pays à 2 reprises, toutes les provinces de la République. Quand je regarde nos amis politiciens parler de la RDC, parfois je me pose la question s'ils connaissent réellement la RDC. Les querelles politiques, ici à Kinshasa, la personne qui est à Boende, qui manque juste à mettre sur la table et sous la dent, est-ce que vous pensez que vraiment
les querelles de l'FCC et cash l'intéresse? Point d'interrogation. Comme le président de la République est le symbole de l'unité nationale, il revient au père de la nation de jouer le rôle, de faire en sorte qu'il y ait l'apaisement. Dans ces mariages, FCC cash, et que nous prions chaque jour politiquement parce que nous sommes des chrétiens, pas que parce qu'on est des politiciens et que nous ne prions plus. Donc nous sommes des chrétiens, nous allons dans nos églises et nous prions chaque jour matin. Ma prière personnellement, je prie chaque jour pour que cette coalition puisse aller jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas de problèmes. Mais nous ne pouvons qu'éviter des problèmes si nous mettons fin à des provocations. Nous devons faire très attention. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut se réunir vite. Et surtout, ne pas permettre à ce qu'il y ait une femme de l'extérieur ou un autre mari de l'extérieur. Parce que dans un mariage, quand la femme commence à aller dehors, ça ne marchera plus dans la maison. Et quand l'homme aussi commence à tromper la femme, donc ça veut dire que ce mariage sera en difficulté. Donc nous devons faire attention avec ce que le partenaire surtout amène dans nos oreilles. Que ce soit cash, tout comme FCC. Vous savez tous que chaque chose mérite des sacrifices et des prix. L'alternance n'a pas tombé comme un chevet dans la soupe. Non, n'a pas tombé comme ça. Ce sont les fruits des sacrifices. On a organisé ces élections avec nos propres moyens. Et dans la région, dans la sous-région, je pense qu'on a fait l'exception. Le président Joseph Kabila a accepté de quitter le pouvoir. Non, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, ok. Il a respecté la Constitution. Le président Kabila est parti. Alors on pensait que le problème du Congo était le président Joseph Kabila. Et le départ du président Joseph Kabila, ça pouvait résoudre à la veille de tous les problèmes du Congo. Alors, je ne veux pas tomber dans votre piège, mais plutôt vous dire que les camps du président Joseph Kabila a la majorité au Parlement. Et la Constitution est claire. La majorité a la primature. Et la primature est gérée par un Premier ministre de l'FCC avec un gouvernement à majorité FCC. Alors, nous devons aller dans le sens de se respecter de tous les côtés. Le respect est réciproque. FCC respecte Cash et Cash respecte FCC et le mariage va tenir jusqu'au bout. En attendant, on voit quand même certains du FCC, j'allais dire, aller pleurnicher auprès de l'autorité morale, parce qu'on a vu récemment une forte délégation des notables katangais aller voir l'autorité morale. C'était pour se plaindre, parce que c'est faut pas qu'on se leurre. Certains ont dit que les Katangais étaient visés par certaines affaires qui pullulent ça et là. C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas peur de la montée de ce communautarisme que d'aucuns sont en train de décrier, déjà même au sein de votre coalition FCC Cash? Je savais que vous n'allez pas me laisser partir sans cette question. Pas du tout. Le président Joseph Kabila, le président honoraire Joseph Kabila, notre très cher collègue, parce qu'il est sénateur à vie. Siège pas, on parlera, vous nous donnerez peut-être la primeur. Madame, nous avons les anciens présidents français qui ne siègent jamais au Conseil constitutionnel. Mais ils viennent et ils ne sont pas obligés de venir au Conseil constitutionnel. Il n'est pas obligé de venir au Sénat, mais il peut venir de temps en temps quand il veut. Alors, et ce n'est pas seulement lui, le président Joseph Kabila, qui est sénateur à vie. Et un jour aussi, le président Tshisekedi peut devenir sénateur à vie. Donc, c'est pour tous les chefs d'État. Il y a seulement du président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila est l'autorité morale d'une famille politique.
l'autorité morale d'une famille politique qui a la majorité au Sénat, qui a un Premier ministre. Alors, il n'est pas parti en retraite politique. Il est autorité morale d'une famille politique. Donc, il continue ses activités politiques. On ne fait pas seulement la politique à la tête d'un pays comme président de la République. Et après avoir été président de la République, on va à la retraite. Non, ce n'est pas ça. Vous avez les droits. La Constitution dit qu'on renouvelle les mandats. Une fois, n'est-ce pas? Et après une fois, si vous travaillez encore dans la politique, votre famille politique pourrait encore revenir au pouvoir n'importe quand. Et ça, c'est mon avis clair. Alors, madame, sachez que, mesdames, messieurs, sachez que le président Joseph Kabila n'est pas parti en retraite politique. Le président Kabila est l'autorité morale d'une famille politique qui est dans la politique active au niveau de et d'une communauté d'ailleurs vouloir katangaise. Faire partir le président Kabila en retraite volontaire, ça, nous ne sommes pas d'accord avec vous, ni avec quiconque, que ce soit au niveau national, ni au niveau international. C'est tout à fait normal pour que le président Kabila soit consulté. Il peut être consulté par les communautés au niveau national, tout comme il peut être consulté par les communautés au niveau international. Mais quand la communauté internationale utilise des anciens présidents pour faire des médiations, ils utilisent des anciens présidents pour aller faire l'observation des élections dans les États et qu'on sort, c'est parce que ces personnalités ont de l'expérience. Le président Kabila a géré ces pays pendant 18 ans. Je pense qu'il connaît beaucoup pour ce pays. C'était pour gérer les frustrations des Katangais qui n'ont pas encore accepté, qui n'ont plus le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec les frustrations des Katangais. Moi-même, je suis katangaise. Mais ce qu'il faut savoir est que je suis née au Sud Kivu. Alors, partout au Congo, d'abord, c'est chez moi. Le président Kabila, c'est un nationaliste. Pour lui, son frère, c'est tous les Congolais et toutes les Congolaises. Il a toujours reçu les communautés dans le passé. Ce n'est pas la première fois. Si une communauté cherche à rencontrer le président honoraire, où elle est mal? Parce que c'est peut-être pour une consultation, c'est peut-être pour un conseil, il peut être consulté par tout le monde, même le chef confessionnel, le chef traditionnel. Il peut même être consulté par tous les Congolais. Alors, c'est tout à fait normal de voir le président Joseph Kabila recevoir la communauté katangaise parce qu'en octobre dernier... La communauté katangaise du FCC. En octobre dernier, le président Kabila a reçu la communauté de la province du Sud. FCC. Et il pourra encore recevoir d'autres communautés qui vont demander à ce qu'ils puissent échanger avec lui. Mais c'était pour quel motif, au fait? Non, les Katangais ont voulu aller saluer la Katangais FCC. Je ne parle pas des Katangais FCC et Katangais Cash. Tout ce que j'ai vu, ce sont des Katangais, c'est le président Joseph Kabila. On le disait tout au début de cette émission, jeune vous l'êtes, femme vous l'êtes également, et bientôt c'est le mois de la femme. Et au niveau du Sénat, c'est une vingtaine de femmes, c'est un bond en avant, contrairement aux législatures passées. Quel peut être le rôle de cette femme parlementaire, la femme congolaise tout court, dans la consolidation des acquis de cette première alternance en République démocratique du Congo? Bien entendu, les femmes doivent jouer un rôle important de pouvoir participer activement dans tout ce qui s'est fait au niveau du pays, mais plutôt de jouer un rôle important dans leurs familles politiques respectives. Parce que les décisions sont prises dans nos familles politiques, les décisions sont prises au niveau de nos autorités, au niveau de nos familles politiques. Alors il faut faire tout pour que chaque fois vous soyez là et que vous puissiez participer. À ce qui concerne la participation de la femme, la participation politique surtout, nous pensons que nous devons continuer la lutte. Le chemin est encore long, il y a encore beaucoup à faire et il faut convaincre. Convaincre, cela veut dire pour que les hommes soient derrière vous, ils doivent avoir cette conviction et ils doivent croire en vous. J'ai dirigé la jeunesse africaine.
pendant plus ou moins 6 ans. Je venais de faire à l'international aujourd'hui près de 9 ans. Dans mon équipe, sur les 54 États que je dirigeais, je n'avais que 2 femmes. Alors il fallait convaincre les hommes que je suis femme, j'ai besoin de vos voix, je vais vous diriger. Cela veut dire qu'il y a des qualités qu'il faut incarner. Il ne faut pas être femme juste pour être femme. Et dans ces qualités, il y a des choses que tu dois te priver. Tu ne peux pas faire tout ce que font toutes les femmes. Il y a aussi le sacrifice qu'il faut faire. Cela veut dire qu'il faut beaucoup travailler. Et aussi montrer des chemins, parce que quand vous êtes leader, vous êtes à la tête d'une institution, vous portez tout ce qu'il y a comme charge. Quand je représentais l'Afrique, ce n'était pas facile, parce que chaque région, chaque pays a sa culture. Alors, il fallait gérer dans le sens de pouvoir mettre tout le monde d'accord. Vous avez les francophones, vous avez les anglophones, les anglophones, les lusophones, vous avez toutes les cultures. Maintenant, vous gérez tout ce monde pour les amener dans une même culture. Dans une même culture, cela veut dire de pouvoir prendre les mêmes décisions et avoir la même compréhension des choses. Dans mon équipe, à part les États qu'on dirigeait, parce que les États étaient représentés par un représentant, et maintenant il y a la structure elle-même où il y avait 14 représentants. Et dans ces 14 représentants qui représentaient chaque région, j'ai piloté ça. Dans ça, on n'était qu'à 2 femmes. Une Tanzanienne aujourd'hui, Mboni Muhita, qui est aussi députée dans son pays, elle est également au Parlement panafricain. Il y a plusieurs de mes collègues qui sont ministres dans leur pays, qui sont devenus je ne sais pas quoi, d'autres qui ont participé aux élections au niveau plus élevé de leur nation. Il y a même d'autres qui sont envoyés aujourd'hui en RDC comme ambassadeurs de ces États-là. Donc, avec tous ces gens, il fallait convaincre les hommes. Nous nous trompons parfois. Les qualités que doivent incarner la femme dans le leadership sont des qualités qui demandent beaucoup de sacrifices. Comme je venais de le dire, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a les endroits que tu peux aller, il y a des endroits que tu ne peux pas, fréquenter. On demande un peu trop à la femme, quand même. On demande un peu trop à la femme. Parce que la femme pas ça, doit travailler doublement. La femme est censée travailler doublement pour être acceptée. Et vous savez déjà nos cultures en Afrique. La culture ici chez nous. Quand la femme hausse la voix, qu'est-ce qu'elle veut montrer? D'ailleurs, les femmes, oui, elle hausse aussi la voix. Parce qu'elle est discriminée. Et la même chose au niveau de nos familles politiques. Moi, je n'étais pas d'accord avec ma famille politique quand on a aligné pour le bureau du Sénat que les hommes. Et j'ai pris le courage d'écrire au coordonnateur de notre famille politique pour lui dire que moi, dans l'esprit de promouvoir la participation de femmes, ça ne demande pas que ça soit moi, Francine Muyumba seulement. Ça peut être d'autres femmes. Alors, j'ai écrit au coordonnateur de notre famille politique pour lui dire que je n'étais pas d'accord avec ça, parce qu'on ne peut pas être dans une famille politique où la femme ne trouve pas sa place. Et grâce à la volonté de l'autorité morale, l'honorable Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, elle est là, bien entendu, avec le soutien des autres. Je me pose la question, si c'était par leur volonté seulement, si l'honorable Mabunda allait se retrouver là-bas, point d'interrogation. Mais ce que nous encourageons dans nos familles politiques, il faut éviter de continuer à fistrer les femmes.
il faut réserver des quotas pour les femmes. Mais les femmes compétentes. Militer pour la dissolution des ligues de femmes, c'est une bonne chose. Hein? Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Non, madame, ça regarde à un niveau ce n'est pas la Ligue de femmes. Pourquoi il n'y a pas la Ligue des hommes dans vos partis? Même au niveau... D'ailleurs, on discutait quelque part, mais c'est banal. Ça, je ne vais pas évoquer. On discutait, on dit que non, le Koumouamouassi, hein, c'est Nini. Mobali, quelque chose comme ça. Ah, ok. Ok, le Koumouamouassi, c'est Nalibala. Ah, Nalibala, ouais. Ah, n'est-ce pas? Pourquoi pas le Koumouamouassi, c'est Nalibala? Vous comprenez? Donc, c'est aussi ça ce qu'il faut se poser comme question. Pourquoi seulement pour l'honneur de la femme? Pourquoi pas pour l'honneur de l'homme? Parce que la femme vient aussi ajouter un plus. Ce que l'homme n'avait pas. Donc l'homme n'est pas là dans un couple parce qu'il est l'homme. C'est parce que la femme est venue là. Et ensemble, ils ont formé un couple. Donc, la femme ne doit pas continuer à accepter qu'elle soit marginalisée, qu'elle soit discriminée et qu'elle soit chaque fois abandonnée. Nous devons lutter. Moi, je rêve d'un Congo où nous avons 50% des femmes à l'Assemblée nationale. Je rêve d'un Congo où nous aurons 50% de femmes au niveau du Sénat. Je rêve d'un Congo où des femmes dans l'armée et des femmes dans la police nationale peuvent prendre le devant de commandement et faire pousser notre pays. Et je pense que les choses changeront. Et les femmes dans les ministères de souveraineté, exactement, ministère, j'ai vu récemment, la ministre centrafricaine de la Défense est une dame. Bien entendu, voilà, bien entendu. Pourquoi chaque fois quand il y a des ministères, vous réservez des ministères comme genre et famille? Il faut aussi donner les ministères de genre et famille à un homme, pourquoi pas? Donc, il faut aussi penser à donner des ministères comme le ministère de l'Intérieur à une femme, le ministère de la Défense à une femme, le ministère de la Justice à une femme, le plan à une femme aujourd'hui, Dieu merci. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de femmes qui peuvent gérer les ministères de l'Intérieur? Il n'y a pas de femmes qui peuvent gérer les ministères de la Justice? Dieu merci, aujourd'hui nous avons les affaires étrangères. C'est une femme qui est là. Elle mérite d'être soutenue. Mais aussi... nous devons aller dans le sens aussi d'encourager les femmes de faire les choses correctement. Pas seulement soutenir les femmes parce qu'elles sont femmes, mais les femmes également doivent faire les choses correctement comme les hommes. Sinon, nous serons toujours dans les discours, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Pourquoi il n'y a pas de parti politique de femmes? Il y en a, mais est-ce que c'est efficace? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que les femmes, en fait, avec les statistiques, de l'enrôlement des élections passées, ce sont les femmes qui s'étaient plus enrôlées. Mais pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas élu les femmes? Ça a toujours été la C'est question. ça aussi un problème, parce que pour que les femmes puissent arriver au niveau où nous voulons, la femme elle-même d'abord doit s'impliquer. Les femmes ne s'aiment pas. Les femmes n'arrivent pas à se soutenir. Les femmes n'acceptent pas d'autres femmes et nous devons sortir de cette culture archaïque, aller dans le sens de voir une femme compétente et restons derrière elle. Pas seulement quand il y a une femme compétente, vous cherchez tous à combattre cette femme, comme pour le moment, soutenons tous Madame Janine Mabunda, soutenons tous les autres qui sont en fonction pour le développement de notre pays. Voilà, je crois qu'on tire, c'est pratiquement la fin de cette émission. Je vais réserver la dernière question à Alain Mboma, mais je voulais savoir, puisqu'on parlait tout à l'heure de Madame la ministre des Affaires étrangères, c'est par rapport à cette note circulaire. C'est vrai, vous pouvez maintenant, en tant que parlementaire, occuper le salon VIP salon officiel de l'aéroport international de Njili, où vous allez faire la queue comme nous. Je savais que vous n'allez pas aussi me laisser partir sans cette question. Au fait, sans entrer dans des polémiques inutiles, je pense que les choses sont claires. Nous devons
beaucoup réfléchir avant de prendre certaines décisions. C'est très important. Et essayer d'épaiser les pour et les contre des décisions que nous prenons quand nous sommes des responsables de certaines institutions. Interdire aux sénateurs et aux députés d'utiliser les salons diplomatiques. Est-ce que c'est sage? Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle, il y a des mesures protocolaires que nous connaissons tous. Il ne faut pas que nos institutions, il ne faut pas que les entreprises soient utilisées pour régler des comptes politiquement. Il faut rester au service du pays en rendant les services républicains, en respectant également les normes. Le membre du gouvernement, si je peux vous poser cette question, et les conseillers principaux des cabinets, sont-ils préséants aux élus? À vous de me répondre. Si on considère que le membre du gouvernement et certains conseillers principaux sont supérieurs et certains d'IRCAB aux élus du peuple que nous sommes, alors, si c'est ça le cas, nous acceptons même de passer derrière Maluku pour arriver à l'aéroport sans pour autant utiliser les salons qui sont là au niveau de l'aéroport. Moi, je n'ai pas de problème, même si on me demande, quand tu as dit comme vous êtes qui? Madame, vous êtes citoyenne congolaise. Les fonctions arrivent, les fonctions partent. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça pourrait être vous. Vous n'êtes pas une simple citoyenne. Vous êtes journaliste de votre État. L'avenir est meilleur, il y a beaucoup de choses à venir. Et demain après-demain, vous pouvez aussi être ministre. Vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir premier ministre. C'est une prophétie. Vous pouvez dire tout ça. Amen. Donc c'est possible. Mais ne vous considérez pas comme simple citoyen, ceci, cela, citoyenne et consort. Même simple citoyen, Dieu fait à ce que nous puissions nous retrouver, nous tous dans nous sommes. Il n'y a pas eu les miracles qu'on a évoqués, mais Dieu a voulu pour que nous soyons là. C'est le destin et ça peut être le cas pour vous demain. Alors, si moi-même, si on me demande de passer, je ne sais pas où, je peux passer, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, ça ne me casse pas la tête. On me l'a déjà demandé une fois. Je l'ai fait. Je suis allée, j'ai embarqué, il y a eu des provocations, et je ne me suis pas lancée dans les provocations. J'ai pris sagement, j'ai utilisé mes tactiques diplomatiques, de faire attention avec les personnes qui n'ont rien à perdre. Je suis montée dans un avion et je suis allée. Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas provoquer les élus. Nous devons tous aller dans le sens de pouvoir prendre des décisions qui vont encourager la protection de ces mariages. Pour conclure, le président du Sénat, l'honorable président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, et la présidente de l'Assemblée nationale ont tous écrit au Premier ministre pour que cette décision soit pour voir comment la ministre des Affaires étrangères pouvait revenir à sa décision. L'opinion nationale vous a découvert tôt, jeune, 6 ans à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Vous êtes rentrée au pays, élue sénatrice, présidente de la commission Relations extérieures du Sénat. Mais jusqu'où ira Francine Muyumba? Et quand vous me voyez, qu'est-ce que vous voyez dans Francine Muyumba? Malheureusement, on ne peut pas. Mon rôle, c'est de vous poser des questions. Je peux vous poser la question. Non, en fait, moi, ce qui est plus important, c'est de servir mon pays. De servir et de servir à tous les niveaux. Et le destin, seul Dieu connaît. Et dans ce sens-là, j'incarne le patriotisme, j'aime ma nation.
et je ne les cache pas. Je les dis sans pour autant porter les gants. C'est ça Francine Muyumba, que ce soit au niveau national, tout comme au niveau international, j'ai toujours pris les devants sans porter les gants, de montrer que j'aime mon pays. Je suis au service de ma nation, j'ai commencé très tôt à l'université, mais pas ici, parce qu'à l'international, je n'ai pas commencé ici en RDC. C'est là où les gens se trompent un tout petit peu sur mon parcours. J'ai commencé l'international encore à l'université, dans un autre pays, avec la politique estudiantine. Je fais des formations en Europe et partout qui m'ont aidé également d'être là où je suis aujourd'hui. On ne m'a jamais fait des cadeaux. Je passe toujours par les urnes. Tout ce qu'il y a comme fonction que j'ai occupée au niveau de l'Afrique, ce n'est pas des nominations ou des promotions, ce n'est pas on ne m'a pas favorisé pour que je sois là. Les gens peuvent penser que c'est ma famille politique, c'est les gouvernements, c'est l'ancien régime. Non, pas du tout. Au niveau de l'Afrique, je suis passée par les urnes 2 fois. Et voilà. Et même au niveau de mon pays aujourd'hui, je suis passée par les urnes. Aujourd'hui, je suis au Sénat. Ce n'est pas des cadeaux. Il faut tout simplement beaucoup travailler et l'avenir, seul Dieu connaît. Voilà, l'avenir, seul Dieu connaît. C'est par ce mot qu'on va mettre un terme à cette émission. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission et de recevoir sur ce plateau Francine Muyumba. J'espère que vous avez appris à la connaître, à connaître sa vision par rapport à la diplomatie, la politique étrangère de la RDC, la diplomatie parlementaire qu'elle compte impulser dans le cadre de ses fonctions à la tête de la commission Relations extérieures au niveau de la Chambre haute du Parlement, donc au niveau du Sénat. Merci d'avoir été de nôtres. Merci à Alain Mboma qui m'a accompagné tout au long de cette émission. On se dit à très bientôt avec certainement un autre invité, toujours dans le cadre de ce tout nouveau concept. On se dit au revoir et à très bientôt.